je m'installe avec les 4 intervenants de cette conférence. On va évoquer avec vous la manière dont finalement la crise que nous avons traversée, on n'en est pas sorti, mais en tout cas on est sorti du dur, c'est cette période de confinement, cette période d'incertitude totale et d'imprévisibilité pendant ces 18 mois qui se sont écoulés. Vos entreprises, elles ont pu souffrir, mais elles ont pu aussi en profiter pour envisager d'autres choses, pour rebondir, pour investir, pour se lancer dans des projets. Et c'est une conférence à la tonalité assez optimiste qu'on va tenir ce matin, puisque l'idée, c'est précisément de montrer à travers vos 4 exemples la manière dont la crise vous a permis de vous réinventer. Je vais vous proposer de faire un petit exercice de teasing, c'est-à-dire qu'à chacun de vous 4, je vais proposer en quelques secondes, 30 secondes, 1 minute, de nous dire en quelques mots de quelle manière la crise a quelque part changé la donne pour votre entreprise. Je commence par vous, Marie-Claire Lagrange, vous êtes cofondatrice et directrice de Savoir Plus, organisme de formation basé à Chalon-sur-Saône. Merci. En fait, le 15 mars 2020, on a eu un arrêté qui est sorti, qui nous interdisait de faire des formations continues en présentiel. Et si possible, on devait faire en distanciel. Ça a été un mur pour nous. En fait, notre activité s'est arrêtée du jour au lendemain. Et avec le recul, l'année 2020 a été une de nos meilleures années et qui nous a permis de nous transformer et d'élargir nos solutions. Vous allez nous expliquer dans un instant comment effectivement, en partant d'une situation d'angoisse extrême, vous avez finalement réussi à faire un résultat, un chiffre d'affaires et un résultat absolument inespéré. Christophe Bertrand, dirigeant de Simon Plastics à Avallon. Oui, bonjour à tous. Donc nous sommes une entreprise industrielle de production et je me souviendrai toujours de ce fameux 17 mars où j'ai fermé l'usine brutalement. Évidemment, on était tous confinés. Nos clients fermaient leurs portes également de leurs entrepôts et on n'a jamais eu autant de commandes. Juste une petite anecdote avant d'aller plus loin. Le lendemain de cette fermeture, donc le 18 mars, nous ne sommes plus que 2 dans l'usine, le chef d'atelier et moi. Lui pour avancer sur des productions en amont et préparer la reprise. Et moi-même également. Et le soir, je me fais contrôler par la gendarmerie au péage d'Avallon pour rentrer ici sur Chalon-sur-Saône. C'était classique au début, hein. Il fallait montrer le laissez-passer, les papiers, etc. Et ce gendarme avait un masque, alors que personne n'en avait à cette époque-là. Sauf qu'au lieu de le porter sur le nez, il le portait à la ceinture. La suite, tout à l'heure. Ouais, la suite, ce sera effectivement cette anecdote qui a entraîné beaucoup de choses pour l'entreprise et on va en parler. Nicolas Chevalier, directeur de Sobag, fabricant de Big Bags à Blonzy notamment. C'est ça. Alors nous, je pense un peu comme tout le monde, la grande surprise, elle est inconnue. On a une perte de repère totale quand on a eu l'annonce du confinement. Donc on a eu une grosse période de stress pendant 15 jours, d'autant plus que les clients n'appelaient plus. Les seuls appels téléphoniques qu'on avait, c'était des hôpitaux qui nous demandaient si on fabriquait des masques. On a connu notre premier pseudo-cas de Covid, enfin fausse alerte, donc là aussi très stressant. Et le jour où une entreprise de Lyon nous a téléphoné en nous disant est-ce que vous pourriez me fabriquer des housses mortuaires, là on s'est dit on se retrouve, on est dans Netflix, on est sur Netflix. Donc là, il va falloir sortir de ce marasme, on va faire un plan de gestion de crise. Et il faut rebondir parce que maintenant on est en mode survie. Et vous êtes sorti par le haut de cette histoire, on va raconter comment dans quelques minutes. Jean-Baptiste Clément, pour terminer le tour de table. Oui, donc personnellement, le 17 mars a été une date assez fatidique parce que je suis parent d'une famille de 5 enfants, parce que je tiens chaleureusement à remercier ma conjointe parce que sans elle, je ne sais pas si j'aurais pu continuer mon activité. Parce qu'en effet, elle a pu poursuivre la scolarité des enfants. Pendant que moi, qui suis dans le pilotage d'accompagnement d'entreprise en gestion de crise, j'ai été harcelé au téléphone. Il faut dire que le 17 mars, le téléphone était greffé à mon oreille, parce que tous mes clients, que ce soit restaurateurs, industriels, aussi bien dans la mécanique générale que dans l'événementiel, c'est arrêt total, c'est qu'est-ce que je deviens demain. Du coup, je peux vous dire que c'était 24 heures au téléphone, et je vous expliquerai un peu plus tard comment on a rebondi dans tout ça et qu'on n'a jamais fait autant d'affaires.
Merci beaucoup à tous les quatre. On comprend qu'il s'est passé quelque chose de négatif d'abord et qu'ensuite c'est devenu extrêmement intéressant et on va explorer ça tout de suite. Marie-Claire Lagrange, vous avez fondé Savoir Plus en 2013. Vous en êtes la directrice aujourd'hui. C'est un organisme de formation pour les salariés. Vous proposez des formations sur mesure dans divers domaines, le management, la relation client, la langue française aussi, la communication. Vous concevez les programmes de formation sur mesure avec vos clients. Quand éclate la crise, vous le disiez, vos formations, c'était du présentiel. Essentiellement, la quasi-totalité. Vous n'aviez pas ni mis en œuvre, ni même imaginé que ça puisse devenir un jour largement distanciel. On avait des offres de produits, ce qu'on appelle sur étagère, de formation e-learning, notamment pour le remise à niveau de français, des choses de ce genre. Et ça faisait un petit moment où on se disait, on fait des formations sur mesure, ça ne nous plaît pas d'avoir des outils clés en main comme ça, c'est pas notre ADN. Et donc sur cette partie-là, on avait une petite voix qui nous disait, un jour faire quelque chose. C'était dans les cartons, comme on dit. Oui, on ne peut même pas. On était juste là, en fait. Ouais. Et la crise a été l'élément, quand on a été arrêté, parce que presque toutes nos formations sont arrêtées, parce que dans les faits, c'est très compliqué. Dès qu'on commençait à parler technique, est-ce que le salarié a un ordinateur, une caméra, une bande passante suffisante? Très souvent, les salariés n'en ont pas. Ils étaient pas tous en télétravail. Il y a des postes qui n'étaient pas adaptés. Donc, l'essentiel de nos formations sont arrêtées ou remises à plus tard. Et puis, l'état d'esprit n'était peut-être pas forcément à se dire on va aller se former. On va dire les 3 premières semaines, les RH, c'est normal. On les comprenait, on les laissait tranquilles parce qu'ils avaient d'autres chats à fouetter que ces formations. C'était normal. On ne va pas les embêter avec notre formation. Rapidement, il y a quand même eu on en reparlera peut-être après, des besoins qui sont montés à la surface. Techniquement, vous le disiez, c'était pas forcément évident. Néanmoins, vous avez basculé en distanciel, en formation à distance rapidement. Comment ça s'est passé? En fait, on a mis l'essentiel de nos salariés on l'avait dit, vous êtes trouvé à 2, nous c'était à 1, encore en grande solitude pour lui, et tout le monde, activité partielle. Et on a eu des conversations et puis on a dit, tu sais quoi, on va arrêter de subir là, on est arrêté, on va en faire quelque chose. Et puis surtout qu'avec le recul, on ne savait pas combien de temps ça allait durer et de quelle façon les pratiques allaient changer. Donc on a dit non, on n'attend pas de voir, on fait. Et en plus, il faut le dire, on a eu l'appui du FNE qui venait aider des initiatives. FNE. C'était le fonds. Alors on a les abréviations et moi, mais le FNE était une aide de l'État qui visait à aider les salariés justement en activité partielle à se former. Autant être arrêté, mais autant en profiter pour se former. Donc on a aussi profité de ce dispositif pour créer notre propre plateforme de formation e-learning, qui était vraiment un outil qui nous ressemble. Voilà. C'est-à-dire que d'une situation d'urgence dans laquelle vous avez dû mettre en place un peu en catastrophe des formations en distanciel, vous avez fait quelque chose qui est devenu pérenne. Ah oui, complètement. Oui. Cette plateforme, en quoi consiste-t-elle? Quel est son objet, son mode de fonctionnement? En fait, on a tâtonné, regardé un peu ce qu'on pouvait nous proposer et on voulait avoir quelque chose où on avait la main. Puisque si on veut faire du sur-mesure, on ne va pas à chaque fois demander à un prestataire ça devient une usine à gaz. Donc on voulait avoir la main dessus et puis on a retenu une plateforme qui est utilisée par les universités, utilisée par les françaises et belges, qui est un vrai travail de programmation après une autre facette de notre métier. Son intérêt est le travail collaboratif. Parce que ce qu'on reproche nous, un petit peu à certaines formations sur étagère en e-learning, c'est qu'on rentre dans un chemin très balisé et on est obligé de suivre. Et des fois, une petite adaptation, bravo, professionnel niveau, quoi. C'est pas nous, ça. Et donc, on voulait quelque chose où le salarié est libre de choisir qu'est-ce qu'il a envie de faire et de travailler. Nous, on est dans une logique de travail collaboratif. On utilise pleinement les outils Microsoft, travail collaboratif. Donc, on veut rester dans cette logique. Et donc, il y a des mises en commun de travaux des différents stagiaires. Ils ne sont pas chacun fait son parcours, mais on travaille en commun. Il y a des forums. C'est une correction par les pairs. Et il y a aussi des éléments qui sont d'approfondissement des connaissances plus classiques, mais il y a vraiment cette volonté on travaille ensemble, et ce qui permet à une personne un peu plus forte d'aller chercher ce qui l'intéresse,
une personne qui a besoin de revoir les fondamentaux, elle travaille à ce niveau-là et ça marche très bien ensemble. Et c'est tout un travail de conception. Et ça correspond en tout cas à ce qu'on avait envie de faire. Et clairement, ça plaît. Concrètement, cette plateforme, vous l'avez élaborée, construite, mise en service. Aujourd'hui, elle fonctionne ? Elle a été mise en service, mais alors très vite, puisque, c'est pas de date exacte, mais on va dire vers le mois de mi-mai, on a commencé des premiers essais. Puisque on avait on est une entreprise qui fonctionne beaucoup bouche-oreille, on dépense presque rien en publicité. C'est nos clients parlent de nous et on nous appelle. Et on avait des clients qui venaient nous voir et disaient en ce moment j'ai pas mal de salariés qui n'ont rien à faire parce que c'est arrêté, les managers N+1 il n'y a rien en dessous, donc il y a du temps. Ce serait bien qu'on approfondisse ses compétences. Donc on va en profiter. Donc on a fait des petits modules courts pour tester, ce qui nous a permis de valider les essais. Concrètement, c'est un investissement important pour l'entreprise, à la fois humain et financier ? Énorme au début. Ouais. Au début, énorme. Enfin, on a eu des grands moments de doute quand on s'est lancé dedans, parce qu'une fois que c'est parti, il faut y aller. C'était de découvrir tout ce travail de programmation qui, au début, on disait mais c'est pas notre ADN, c'est pas ce qu'on. Mais une fois qu'on a appris, une fois qu'on a intégré, on s'en fiche. Maintenant, c'est un outil comme un autre. Mais au début, énorme. Mais maintenant, ça fait partie de. On est réactif, il faut le faire, on utilise l'outil. Donc, franchement, l'essentiel est fait. Est-ce que vous avez, grâce à cet outil, on a un petit peu de recul du coup, maintenant, un peu plus d'1 an de service complet, est-ce que cet outil vous a permis de capter de nouveaux clients ou il a simplement permis de diversifier les produits que vous proposiez à vos clients, que vous proposez à vos clients habituels? Économiquement parlant, quel a été l'effet de cette plateforme? C'est les deux. C'est les deux. Mais surtout, ça permet de déployer de façon beaucoup plus importante, puisque le télétravail est là pour rester dans de nombreuses entreprises de nos clients qui ont signé des accords de branche pour le télétravail. Donc, c'est parti. Donc, la formation en présentiel, ça va plus trop bien. Voilà. C'est plus toujours adapté. Donc, finalement, ça les intéresse. Donc, on a réussi. Il y a une demande aujourd'hui très forte, très marquée. C'est une solution. C'est-à-dire que c'est pas je viens chercher de l'e-learning, je viens chercher du présentiel, c'est j'ai un problème de formation. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution? Et c'est comme ça qu'on raisonne. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution la plus confortable et la plus efficace pour moi? Donc, des fois, ce sera du présentiel, des fois, ce sera un mix, des fois, ce sera du distanciel. C'est pas important. Aujourd'hui, ça élargit nos solutions. Et clairement, on a capté des nouveaux clients qui nous ont testés. Et on a notamment un grand groupe assureur où on a fait 5 sessions, on a senti qu'ils nous testaient. Et puis sur tout le premier semestre 2021, on a formé plus de 180 salariés sur plusieurs thématiques relations clients. Et là, on est sur le point de déployer sur 2022, donc plus de 150 salariés dans des problématiques managériales. D'accord. Est-ce que, pour terminer sur notre échange à tous les deux, ça a changé les pratiques professionnelles dans votre entreprise? Oui, parce que cet outil, non seulement on s'en sert pour donc les formations, mais c'est aussi devenu un outil de formation en interne, c'est-à-dire que nos formateurs, parce qu'on travaille sur tout le registre national, donc on a des salariés un peu partout en France. Donc, la plateforme sert aussi à former nos salariés à distance et à travailler en collaboratif et aussi à garantir nos process qualité et nos process de la formation. Franchement, c'est aussi devenu un outil interne. Ouais. Merci beaucoup pour votre témoignage. Christophe Bertrand, vous avez racheté Simon Plastics en 2017. L'actualité de votre entreprise, c'est le rachat que vous venez de finaliser, c'était le 30 juin dernier, de la société Olmiplast, qui est basée dans le Rhône. Votre activité, la transformation de matières souples plastiques et la fabrication d'objets de communication, on va appeler ça comme ça. En particulier, vous savez, c'est ce qu'on a tous dans nos voitures, c'est les petits étuis dans lesquels on glisse la carte grise de la voiture ou sa carte bancaire. Pour les pharmaciens, c'est des gardes-ordonnances, ça s'appelle comme ça. Voilà, donc des documents, des éléments plastiques pour garder ces documents. Vous avez 15 salariés, environ 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Olmiplast travaille les mêmes matières que vous, mais pour des marchés différents, produits techniques pour l'industrie automobile ou le nucléaire, signalétique ou échafaudage. Et cette entreprise-là, c'est 9 salariés et à peu près le même chiffre d'affaires. On va rappeler, pour commencer, que votre entreprise, Simon Plastics, était en pleine croissance début 2020. Oui,
Comme je le disais tout à l'heure, on a eu un carnet de commandes comme jamais. En mars 2020, on avait, sur les 2 mois qui suivaient, prévu 3 intérimaires à temps plein pour nous aider. J'avais fait approvisionner toutes les matières, j'avais mes stocks qui étaient gonflés à bloc. Et boum, donc ça a été un drame, parce qu'en plus, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nos produits, en tout cas de publicité, n'étaient pas du tout des produits prioritaires. Ça, vous pouvez imaginer dans cette période. Donc on avait des commandes, un carnet de commandes énorme, mais évidemment du jour au lendemain tout s'est fermé, les entrepôts des clients se sont fermés, nos produits n'étaient plus distribués puisque tout avait été fermé, et donc nous on s'est arrêté brutalement. Donc oui, cette croissance-là que l'on avait à ce moment-là était en fait le fruit de 3 ans de stratégie que j'avais mené tambour battant dans cette entreprise. Et au moment où on commençait vraiment à récolter des fruits comme jamais, boum, on a été fermé. Alors, il y a l'histoire de ce gendarme que vous avez rencontré, qui donc avait le masque à la ceinture au moment où il vous a contrôlé. Qu'est-ce que ça vous a inspiré ? Eh bien, justement, alors il faut savoir que l'entreprise Simon, à l'origine en 2017, j'ai mis 2 axes stratégiques absolument majeurs qu'on a tout de suite mis en œuvre en 2017. C'est la RSE et l'innovation. Et très vite, on a eu beaucoup de trophées de reconnaissance au niveau de la RSE, trophée Bourgogne-Franche-Comté, EcoVadis Gold pour ceux qui connaissent, le coq vert, le label coq vert de l'ADEME et de BPI France, qui est le dernier né de la fratrie des coqs français, qui récompense les entreprises engagées pour la transition écologique. Et quand le gendarme, je vois ce gendarme avec ce masque, je lui dis, mais attendez, portez-le votre masque, vous avez la chance d'en avoir un. Là, on était à 50 cm l'un de l'autre. À cette époque-là, ça courait pas les rues, les masques. Déjà, ça courait pas les rues. Tout le monde savait que le masque protège, évidemment, c'est du bon sens, sauf que l'OMS et l'État français étaient encore dans le déni. Et lui, ce gendarme, il était en danger parce qu'il contrôlait les voitures, et n'importe qui pouvait se contaminer. Et en fait, il m'a répondu la chose suivante. Il m'a dit, la hiérarchie me l'interdit parce que ça effraie la population. Et si vous vous souvenez, à cette époque-là, c'était le discours officiel. Et les gendarmes n'ont eu le droit, puisque j'avais vraiment suivi ça par la suite, n'ont eu le droit de mettre de masque à partir de fin juin 2020. Ça veut dire que de mi-mars à fin juin, ils étaient sur le terrain, on en a beaucoup parlé dans les médias, il y a eu beaucoup de malades et de morts malheureusement. Et donc moi, ça a fait un déclic. Quand j'ai vu ce gendarme avec ce masque, on entendait tous que la France avait détruit ses stocks stratégiques, qu'on n'avait plus de masques, que les Chinois ne démarraient pas, que les Américains venaient dérouter les avions et piquer les sur le tarmac à Paris pour aller les rerouter aux États-Unis. Je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Donc j'étais sur l'autoroute pour rentrer sur Chalon-sur-Saône et j'ai dit, demain tu retournes à l'usine, tu te démerdes, tu fais un masque avec nos process, parce que nos process permettent de faire des millions de pièces. En très peu de temps, notre usine peut faire 30 millions de masques par an, dans une matière plastique, donc réutilisable, recyclable, lavable en 2 minutes, et ne serait-ce que pour protéger nous tous qui allions faire nos courses dans cette période, vous vous en souvenez, au mois de mars, on allait en supermarché, on avait le droit d'acheter évidemment les denrées alimentaires, sauf que n'ayant pas de masque, ceux qui sont malades, il y en avait, ils contaminaient les rayonnages en éternuant, en toussant, etc. Nous, on vient par derrière, on touche les produits, on touche le nez, la bouche, et boum, par la contamination de contact, il y a énormément de Français qui étaient malades. Donc, mon idée le lendemain matin, j'ai dit, tu te démerdes, tu fais un truc, même s'il n'est pas optimal, mais il faut protéger un maximum de gens le plus vite possible. Et c'est allé très vite. Et ça a été très vite. En fait, c'est comme ça. Donc, dès le lendemain, j'ai dessiné en fait quelque chose. Je me doutais bien que vous aviez un exemplaire qui est assez proche de la version finale. Donc, à la base, c'est tout bête. C'est bête comme chou. C'est un rectangle de matière plastique. Et en fait, l'utilisateur décortique son masque comme ça. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on appelle une innovation frugale, parce que c'est un masque qui est monomatériau, pas cher, réutilisable, et c'est le seul masque recyclable du marché. Et donc ensuite, on vient le fixer, on attache les 2 lanières du haut derrière la tête et les 2 lanières du bas sous la nuque, sous le menton, pardon. Et c'est ce qui permet d'avoir un produit comme ça que vous enlevez, vous remettez et hop, on le remet
Comme ça, voilà. Et donc, il vient vous protéger ici. Il est étanche ici, donc pas de buée sur les lunettes, contrairement au masque chirurgical. Il est parfaitement adapté et étanche ici. Et vous avez une zone de respiration sur le bas. Et ça permet de voir le visage, ce qui effectivement contribue à diminuer un peu le caractère anxiogène de ce type d'équipement. Exactement. Et d'où le gendarme qui, du coup, avec ça, ne pouvait plus lui reprocher qu'il effrayait la population. Bon, alors quelle destinée il a eu ce masque? Alors, le brevet a été déposé en 1 jour et demi. C'est-à-dire le jeudi soir, j'ai ce déclic. Le vendredi, je découpe ma matière dans l'usine. Le vendredi après-midi, j'appelle le cabinet Guillu, que vous connaissez à Dijon peut-être, qui nous accompagne en propriété industrielle, qui nous accompagne depuis plusieurs années parce qu'on est fortement axé sur l'innovation. Je les appelle le vendredi, j'ai un dépôt de brevet, il faut que vous me le déposiez demain samedi avant midi. Parce que le lundi, il fallait que je lance un outillage et que j'envoie mes plans à l'outilleur. Donc il fallait d'abord être protégé. Il joue le jeu. Tout de suite, mobilisé. Le samedi matin, on échange encore. Le vendredi soir, je vais dans une pharmacie, je montre mes prototypes découpés à la main. Il m'échange 2-3 idées, je crobarde les idées. On dépose le brevet le samedi matin. À 13h, le samedi, j'ai l'accusé-réception de l'INPI. Dépôt de brevet, 1 jour et demi. Et vous êtes prêt à lancer la production, mais Oui. pour l'instant, il n'y a pas de débouché, il n'y a pas de commercialisation derrière. Non, mais j'alerte le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Santé, la DGE, la DGA. Et quand ils ont vu cette espèce de machin complètement farfelu, ils n'ont pas compris. Bon, donc, c'est pas grave. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait juste après? Quand j'ai déposé le brevet, je ne savais même pas si j'allais pouvoir développer la matière. Parce qu'il faut savoir que les matières que j'ai dans mes stocks, c'est des matières pour faire des étuis comme ça, que vous avez cité tout à l'heure. Sauf que ces matières-là, ça pue. Si vous mettez le nez dessus, c'est pas fait pour, ça sent mauvais. Ensuite, les bords, ils sont tranchants, ils vous déchirent la peau si vous en faites un masque. Elles sont trop rigides, même si elles sont souples pour leur fonction d'étui. Et puis enfin, elles sont totalement allergènes. C'est-à-dire que ces trucs-là, vous les mettez sur la peau. Moi, j'ai fait. J'ai eu plein d'utilisateurs aussi qui l'ont testé sur mes premières matières. On a tous développé de l'allergie cutanée. Donc, quand je dépose le brevet, je sais que j'ai ces 3 problèmes à résoudre et je ne sais pas du tout si on va pouvoir les résoudre. Et ensuite, donc, on a mis 2 mois. On a inventé cette matière qui reste un vinyle recyclable, mais qui répond aux 3 problèmes. Pas d'odeur, souplesse et hypoallergénique. Donc là, 2 mois. Et puis enfin, une fois qu'on arrive avec notre solution, parce que la solution, elle était prête 2 mois plus tard, au mois de mai, on était bon, on pouvait en fabriquer des millions. Sauf que là, du coup, on se dit, ouais, mais l'homologation, comment on va faire? Parce que les normes et les réglementations européennes sont d'une lourdeur et d'une complexité, surtout sur un produit sanitaire. Nous, on arrive de nulle part, on invente un machin, on ne connaît pas les normes. Donc, on se dit, mais comment on va homologuer ce truc-là? Et alors, en fait, donc, bien sûr, on s'est fait accompagner. Et l'Europe, heureusement, a prévu l'homologation de l'innovation. Les normes n'existant pas, il s'agit de choisir son référentiel. Donc, nous, c'est un EPI, un équipement de protection individuelle, qui est le cadre réglementaire le plus strict qui existe, beaucoup plus strict que les masques chirurgicaux qui en fait protègent très peu, mais ça c'est une autre histoire. Et du coup, il a fallu aller se faire certifier auprès des organismes notifiés européens qui ont testé ce produit à 2 normes harmonisées, le N166, le N149. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ça veut dire que ces 2 normes-là, elles sont d'une lourdeur, d'une complexité telle qu'il nous a fallu 1 an avant d'obtenir l'homologation au sens de la réglementation. Donc ça y est, européenne. c'est homologué. Ça y est. Techniquement, ça marche. C'est prouvé. Vous le vendez? On le vend. On en a vendu, alors peu à l'échelle de notre capacitaire, on en a vendu 45 000. 45 000 dans toute la France, ce qui, d'un point de vue test grandeur nature, est parfait. Oui. On ne peut pas dire le contraire, avec des retours utilisateurs et témoins qui sont fantastiques, qu'on a mis sur notre site web aussi. Mais on n'en a toujours pas vendu des millions parce que l'État français n'a pas encore connaissance. Enfin, en tout cas, j'ai toujours pas eu mon audience chez Olivier Véran ou Matignon. J'aimerais leur présenter en fait le travail que l'on a fait, les papiers officiels d'homologation, les rapports des organismes notifiés. Donc aujourd'hui, ils ne nous connaissent pas. Donc peut-être qu'on va en vendre au Costa Rica. Là, j'ai un contact. Bien avant, quelques millions, bien avant d'en vendre en France. L'histoire nous le dira. Alors, ces masques vont peut-être constituer demain,
pour votre entreprise une part de votre activité qui évidemment n'existait pas avant la crise. Oui. Le fait que vous ayez mis au point cette matière nouvelle finalement, ça ouvre d'autres perspectives pour d'autres produits ou d'autres activités pour votre entreprise? Oui, éventuellement, mais la priorité, c'est vraiment ce masque, parce qu'il est totalement innovant. Le brevet est mondial maintenant. C'est un masque qui est 10 fois moins cher que le masque chirurgical par utilisation, parce qu'il s'utilise 30 fois, il a été homologué comme ça. Il est totalement recyclable, et ça c'est important pour la planète, c'est-à-dire qu'il est monomatériaux. Les autres masques, notamment chirurgicaux, vous savez qu'ils doivent être incinérés, donc ils polluent énormément, multimatériaux. Ça, c'est le seul masque dont nous avons l'ambition de le recycler intégralement après utilisation. Et c'est un enjeu majeur, mais pour le monde entier. Et c'est pour ça que ce développement-là, nous l'avons protégé au niveau international. Bien sûr. Vous avez donc créé votre propre activité et en même temps que vous faisiez ça, que vous vous occupiez de cette affaire, vous vous occupiez également de racheter une entreprise, qui n'est quand même pas une activité qui prend peu de temps. Pourquoi alors si vous êtes lancé dans une opération de croissance externe, c'est que vous aviez confiance en l'avenir, on peut se le dire. Pourquoi vous vouliez agrandir ainsi votre champ d'action? Oui, complètement. Alors, en fait, l'année 2020, pour nous, a été catastrophique parce qu'à la fin, on a quand même perdu au final de notre chiffre d'affaires, on a perdu de l'argent sur l'année 2020. Mais on avait développé toutes les bases pour rebondir. Et en 2021, alors pourquoi cette croissance externe en 2021? Déjà, il faut savoir que ce n'est pas l'acheteur qui décide, c'est le cédant. Donc, il se trouve que là, le cédant de l'entreprise avait décidé d'avancer un petit peu sa date de vente. Il l'avait prévu initialement dans les 2-3 ans qui viennent, pour tout un tas de raisons. Finalement, il a décidé que c'était le bon moment. Pour nous, en tant qu'acheteurs, c'est à nous de nous adapter au timing du cédant. Et il se trouve que cette entreprise a des synergies absolument extraordinaires avec l'entreprise Simon. C'est-à-dire que les forces d'une des deux entreprises sont les faiblesses de l'autre, et inversement. Et depuis que je l'ai racheté, je le vis. C'est-à-dire que là, c'est 1 + 1 = 3 grâce aux synergies. Et donc, c'est pour ça que je m'y suis intéressé. Et la crise que nous avons, elle a accéléré d'une certaine manière le rapprochement entre les deux entreprises? Oui, la crise a accéléré. Je pense que voilà, dans le timing du cédant, il a avancé sa date de mise en vente. Et puis moi, le fait d'avoir développé ça, d'avoir eu une couverture médiatique, on a été soutenu, on est lauréat également d'un appel à projet national lancé par l'ADEME et France Relance, qui nous a permis d'obtenir 100 000 € de subvention, ce qui est énorme pour une petite boîte comme nous, subvention. Donc pas remboursable, voilà. Et donc cette reconnaissance-là, plus l'homologation que l'on venait d'obtenir, eh bien a donné, vous a donné des ailes, confiance. Vous a senti, voilà, vous a donné la confiance aussi à nos banquiers, qui du coup nous ont soutenus. Non seulement ils ont vu la synergie entre les deux entreprises, mais ils ont vu aussi le dynamisme de rebond dont on a fait part. Et du coup, ils ont facilité et ils nous ont fait confiance sur cette opération. Là, on mesure bien effectivement la manière dont vous avez su vous saisir de cette situation pour quelque part changer l'image de l'entreprise et vous positionner. Un dernier mot avant que je poursuive le tour de table. Vous avez en même temps également engagé ou accéléré la digitalisation de l'entreprise. Ça, c'est un élément aussi important qu'on doit avoir en tête. Très important, et comme le disait Madame la Présidente, nous sommes une vieille dame, Simon, c'est une entreprise qui a été créée dans les années 30. Le bâtiment dans lequel on travaille date de 1962, activité industrielle vraiment traditionnelle, et digitalisation zéro. Quand j'ai racheté l'entreprise, il y avait encore des fiches Bristol à la place des fichiers Excel. Donc on a d'abord créé des fichiers Excel, et puis ensuite... c'est un tout premier pas. Un tout premier pas. Un tout petit pas. Il a fallu rattraper le retard. En 2017, c'est pas mal. 2017, c'est pas mal. Et puis à un moment donné, j'avais des projets de toute façon en tête depuis le début, mais il fallait qu'on soit prêt. Et puis je les avais, sans la crise, je les avais plutôt vus dans 2-3 ans. Et avec la crise Covid, tout d'un coup, j'ai tout accéléré. Donc en 2020, on a pris place sur une marketplace digitale pour les objets de communication. Marketplace qui ouvre le champ à 700 prospects qui sont des boîtes de com dans toute l'Europe. Oui, parce que comme on a chuté notre chiffre d'affaires, nos clients ont fermé leurs portes, etc., on s'est dit, attends, on va vendre où? Et donc, il a fallu ouvrir d'autres canaux de distribution. Donc le premier, c'est ça. Le deuxième,
Je l'avais en tête, c'est un CRM pour la pharmacie. On avait 150 fichiers Excel dans tous les sens avec les fichiers partout. Boum, on a tout rassemblé. On a un CRM maintenant qui est unique, avec une base unique, accessible par tous, qui est moderne, digital. Ça y est, elle est en place depuis juillet 2021. Troisième action, on lance un site e-commerce pour les pharmaciens, donc qui sera prêt là dans un mois. Et enfin, on lance une plateforme Amazon, donc ce qui est révolutionnaire pour une boîte industrielle comme nous en B2C, et on va vendre le masque sur Amazon. On est en pleine phase maintenant de création de cette plateforme. Donc, Bon, on voit que vous n'avez pas perdu de temps pendant la crise en tout cas. Vous, au moins, ça c'est clair, on n'est pas perdu de temps. Nicolas Chevalier, vous êtes le directeur général de Sobag, je le rappelle, donc qui est une entreprise que vous avez créée en 2013. Votre métier, c'est la conception et la fabrication d'emballages de grande contenance, qu'on appelle les big bags, pour des clients qui sont principalement dans l'agroalimentaire, également dans la pharmacie. Votre site de production à Blanzy représente la moitié de votre chiffre d'affaires. Vous avez également une activité de négoce de produits de ce type sur les marchés où la concurrence des prix vous permet pas forcément de fabriquer vous-même. Une trentaine de salariés, un chiffre d'affaires d'environ 5 millions d'euros. Un peu plus de 5 millions d'euros. Je vous ai sous-estimé, bien involontairement. Alors vous, à la différence de monsieur, c'est que vous, votre activité, c'est pas du tout arrêté. On avait déjà Excel. Vous aviez déjà Excel. Okay. Mais en tout cas, en mars 2020, votre activité, c'est pas du tout arrêté. Vos clients étaient toujours là, ils avaient toujours besoin. Oui, non, l'activité, elle a continué, puisque comme vous l'aviez dit, on travaille beaucoup pour l'agroalimentaire et le secteur pharmaceutique. Du coup, après un petit tour téléphonique de tout notre portefeuille client, ils nous ont fortement encouragés à continuer aussi notre activité, puisque tout le monde se ruait dans les magasins pour faire des provisions. Donc le secteur agroalimentaire a explosé en termes de volumétrie. Et du coup, nous, il a fallu aussi qu'on assure derrière la distribution des emballages qui permettait aux usines de tourner, parce que plus de conditionnement, plus de fabrication. Alors, vous ne vous êtes donc pas retrouvé désœuvré comme Christophe. Néanmoins, vous avez profité de cette période pour repenser votre stratégie d'entreprise. Pourquoi vous avez, à ce moment-là, décidé de faire ça et comment vous y êtes pris? Alors, là aussi, c'était un petit peu dans les cartons. Puisqu'on avait intégré le Toaster Lab 2 mois avant. Toaster Lab, c'est l'accélérateur d'entreprise du Vitagora, le pôle nutrition goût santé. Et l'objectif pour moi, c'était, je ne suis pas un start-upper, donc c'était plutôt d'aller valider ma nouvelle stratégie d'entreprise et de l'éprouver auprès de spécialistes et d'experts pour avoir justement une validation par des gens qualifiés. Du coup, le fait de la Covid, ça nous a accéléré la mise en place de cette stratégie et ça nous a aussi apporté les réponses à nos questions. Puisqu'on avait lancé 2 mois avant, on avait reçu une machine de découpe laser, donc qui nous avait permis, nous, de réintégrer de la valeur dans notre entreprise, de ne plus être dépendant de certaines sociétés, donc qui nous fournissaient une prestation qui était basée loin en Europe de l'Est, par exemple, et donc de réintégrer cette activité-là chez nous. Donc, avec les problèmes de confinement, on a bien fait. Oui, la relocalisation on a bien fait. On a bien fait. Ça a vraiment validé cet investissement. Et puis l'avantage, c'est que derrière, un peu comme vous, on a fait, je ne vais pas dire de l'open innovation, pour ceux qui étaient avec moi hier, mais du coup, on a pu lancer aussi la fabrication de masques avec d'autres entreprises, développer des masques fabriqués en Saône-et-Loire, et en Bourgogne-Franche-Comté. Et puis, grâce à cette machine, on a pu lancer la production très, très rapidement. Alors, masques en textile, donc, mais qui ne sont pas en plastique, qui ne sont pas concurrents. Mais pour les non-spécialistes du sujet, ce n'est pas tout à fait le même métier, ce n'est pas tout à fait les mêmes techniques, ce n'est pas tout à fait le même métier. Expliquez-nous un peu le changement que ça a représenté pour votre entreprise de se lancer dans cette activité-là. Alors, ce qui a été très, très bien, c'est que ça nous a permis de créer un réseau, de développer un réseau avec un secteur d'activité, donc le textile qui est, on va dire, plus conventionnel, et en particulier le textile technique. Parce que depuis quelques temps, je lisais beaucoup d'informations sur le développement du secteur textile en France, et en particulier le secteur du textile technique, avec des produits Kevlar, avec des produits anti-feu. Donc ce marché-là se développait de plus de 90% par an. Et je m'étais dit, nous on est dans le textile plastique, il se développe des choses en France, peut-être que moi j'ai des investissements à faire, je vais essayer d'ouvrir un peu le champ des possibles.
et investir dans une machine qui va nous permettre de travailler des produits qui se fabriquent chez nous, donc en France. Et c'est le cas. On a travaillé rapidement avec une start-up qui est sur Equis, qui fabrique des produits médicaux, un tissu intelligent pour des applications médicales. Donc on découpe des tissus en Kevlar. Donc par force des choses, il s'est fait des connexions. La Covid a fait en sorte que ces connexions soient plus rapides. Et puis ce qu'on avait prévu de faire sur un certain laps de temps, on va dire 2-3 ans, et ben ça s'est déclenché tout de suite. Et puis il y a 1 mois et demi, j'étais en train de faire des essais de découpe pour fabriquer des gilets pare-balles. Donc vraiment. Oui, donc des applications dans toutes sortes de domaines. Mais cette appétence. Sur mon prévision des élections. Donc, ah oui, vous êtes optimiste, vous. Cette appétence pour la nouveauté, pour le réseau, pour le contact avec les autres, elle est clairement née avec la crise. C'est-à-dire qu'avant, on n'avait pas l'opportunité de le faire, on n'avait peut-être même pas l'idée de le faire. Enfin, expliquez-nous comment est-ce que... On avait l'idée de le faire parce que moi, j'ai toujours pensé qu'en tant que PME, c'était plus important de trouver des solutions collaboratives. C'est dans ma politique qualité. Comme vous, l'innovation fait partie de la politique qualité, l'écoute, l'innovation et puis la collaboration avec les solutions collaboratives. On est des petites sociétés, on est experts dans notre métier. Quand on veut être rapide et brillant, vaut mieux aller chercher les compétences là où elles sont. Et l'avantage de travailler en solution collaborative, c'est qu'on arrive très très rapidement à mettre en place un nouveau produit, à aller sur un marché où il n'y a personne, et puis avoir une réactivité que d'autres n'auront jamais. Parce qu'on a les outils et on les optimise chacun entre nous. Et concrètement, là aujourd'hui, ce petit pôle de compétences ou ce réseau, je ne sais pas comment vous l'appelez, il est constitué, il fonctionne, il débouche sur de nouveaux produits, sur des innovations partagées, vous-même et vos gilets pare-balles, par exemple. Le gilet pare-balles, on fait des pièces pour faire des filtres. Donc, ils sont des filtres sur des machines pour filtrer de la peinture. Donc, on est vraiment hors de notre domaine. Donc, c'est quelque chose qu'on essaie de développer. Donc, du travail à façon, on optimise notre investissement aussi avec ça. Donc, notre machine de découpe laser nous sert pour notre business, mais elle nous sert aussi pour d'autres activités. Business qui, lui, continue bien sûr. et plutôt dans une tendance haussière. Oui, ça va. Donc, voilà, vous n'avez pas forcément besoin d'aller chercher ailleurs. En 2020, on a fait de la croissance. Nous, on a fait de la croissance, on a travaillé beaucoup, on a recruté. Pour terminer quand même sur votre question, on est aussi ameneur de projets et porteur de projets. Et du coup, avec ces solutions collaboratives, on travaille à plusieurs sur des projets communs. Et ça, c'est très intéressant. Alors, on a entendu diversification de votre activité, accélération des projets, et puis peut-être des nouveaux projets aussi que vous avez lancés. On avait évoqué, par exemple, quand on s'est parlé au téléphone, l'export. Tiens, l'international, l'export. Ça, c'est pareil, vous aviez ça dans un petit coin de votre tête. Oui, et ça a été le moment de déclencher. C'était le moment de déclencher. Alors, ça s'est déclenché différemment. Parce qu'il y a quelques années, j'avais développé un produit pour un de mes clients qui a été breveté aussi en copropriété. Donc déjà les solutions collaboratives, donc de la copropriété avec des clients. Et puis il est en train d'ouvrir une usine au Canada. Et l'emballage qui est retenu pour cette usine, c'est un emballage que j'ai développé. Donc potentiel de développement pour nous sur le Canada, ce qui s'est passé l'année dernière. On a envoyé 2 containers. Et en réfléchissant à ça, je m'étais dit, tiens, avec cette opportunité de business, je vais regarder ce qu'on peut faire au Canada, quitte à aller même monter une boîte. Et puis, avec la Covid, les frontières se sont fermées. Du coup, j'ai mis un peu le frein là-dessus. Mais j'ai quand même regardé, et on était contactés par des entreprises en Afrique. Et puis, quand je discutais avec eux, je disais, Covid, ça va ? Oui, nous, ça va, il ne se passe rien. Chloroquine, donc ils avaient déjà leur Nigger out. Donc tout marchait à la chloroquine. Et je lui ai dit, moi qui ai eu une expérience en Afrique par le passé, j'ai monté une entreprise là-bas, je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire. Donc j'ai dit, tiens, je vais regarder. Moi, je suis en contact avec la BPI. On a lancé la BPI Assurance Prospection, donc ça, on a commencé ça au mois de juin de cette année. Donc, dans le Vitagora Toaster Lab, j'ai mon mentor, Oshin Morin de la société Tipagral, m'avait conseillé aussi, donc ça faisait partie de ma stratégie, donc il m'avait aussi pas mal conseillé sur la stratégie à développer pour l'export, que ça coûtait beaucoup d'argent et qu'il fallait beaucoup d'investissement, de temps et de monnaie. Et donc avec la BPI, on a lancé l'assurance prospection et ça limite quand même les risques. D'accord.
L'industrie 4.0, on va en parler cet après-midi. Vous êtes entré dedans au moment de la crise, très concrètement. Vous avez vraiment mis les 2 pieds dedans. Oui. Là aussi, racontez-nous pourquoi et comment. Déjà, l'achat de notre machine de découpe laser, c'est une commande numérique. Oui. Donc, ce qui nous permet aussi de faire des choses très, très particulières en termes de production. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, ça faisait quelques années où j'avais assisté à une conférence il y a Créer Demain, qui est organisée par... C'est la semaine prochaine à Besançon. Exactement. Donc, je l'ai fait il y a quelques années et j'avais vu ATS, Rodolphe Roy, parler de 4.0 et je me suis dit comment on pourrait faire quelque chose chez nous. On est comme vous, un vieux métier, on fait de la confection, alors on se dit l'industrie 4.0... c'est pas pour nous. Chez nous, c'est quoi Nous, on est voués à la mort. Et puis finalement, non, en réfléchissant bien, c'est aussi une belle opportunité de développer les compétences en interne. Donc c'est un projet 4.0 mais qu'on a centré sur l'humain. Donc développement des compétences, facilité d'acquisition d'informations pour nos opérateurs et nos opératrices sur les lignes de production pour leur permettre de mieux gérer aussi leur production, d'avoir de la connexion. On a un ERP, donc on a de l'information, on peut avoir de l'information pop-up, ce qu'on appelle du pop-up. Donc c'est plus à l'opérateur de penser que là, à ce moment-là, il faut aller vérifier un sac ou aller faire une prise d'échantillon. Là, vous pouvez avoir l'information qui sort en direct live. Et puis l'idée, c'est de recréer une dynamique. Donc aussi, on a un projet cobotique. Donc moderniser notre entreprise, la rendre plus performante, parce que c'est quand même l'idée, c'est quand même ça, c'est d'être plus efficace, efficient, et d'être plus compétitif, réintégrer de la valeur. Et puis si on écoute un petit peu ce qui se dit en ce moment, notre message d'origine, c'était la souveraineté, et de réintégrer les opérations qu'on sous-traitait. Oui. Et puis, lorsque les frontières se ferment ou les bateaux bloquent le canal de Suez, on voit que c'est la panique partout. Oui. Donc, nous, il y avait cet enjeu de relocalisation de l'activité, où on comprend bien, pour ne plus être dépendant. Et il y a aussi l'enjeu environnemental, on va en parler aujourd'hui, il est en filigrane de plein de choses. On ne va pas forcément les consacrer un sujet à part entière, mais il existe vraiment, c'est aussi un des enjeux auxquels vous êtes sensible. Alors, oui. La décarbonation de l'industrie. Voilà. Décarbonation de l'industrie, on est aussi coq vert. Donc, on est ambassadeur du Global Compact de France pour le Global Compact des Nations Unies. Donc, on a une forte sensibilité RSE. Également, lauréat d'un trophée RSE cette année. Donc, pour nous, c'était quelque chose d'essentiel. Et puis, un paradoxe, c'est qu'on fabrique un déchet. On fabrique un emballage plastique qui est un déchet souvent utilisé qu'une seule fois. Donc la législation est aussi en train de changer, fin des emballages plastiques à usage unique. Donc il y a un moment, c'est soit vous dites je vends ma boîte vite, je me sauve, ou alors il faut qu'on se transforme. Oui. Donc il faut intégrer l'éco-conception, il faut diminuer son empreinte carbone, et puis il faut venir avec des solutions nouvelles. Il faut préparer notre transition aussi à nous. Je veux dire, c'est pas que la transition énergétique. Ça, j'ai l'impression que vous en étiez conscient avant mars 2020. Oui. Mais ce qui s'est passé depuis mars 2020, c'est que tout le monde en a pris conscience, que vous n'avez plus l'impression d'être un peu tout seul à porter ce discours-là et cette stratégie-là. C'est pareil pour vous. Je vous redonne la parole dans un instant. Oui. Allez-y. Je pense que, pour utiliser les mots modernes, là aussi, dans les grands groupes, on a changé de paradigme. Moi, il y a 3 semaines, j'ai eu le groupe Saint-Gobain qui est venu me voir, dont Point P. Point P, ils achètent beaucoup de big bags pour mettre leurs matériaux. Ouais. Ils vont les acheter directement en Inde. Et ils ne passent même plus par des distributeurs, ils vont là-bas directement sur place. Quand ils ont décidé de venir voir Sobag à Blanzy, l'acheteur il m'a dit il y a 5 ans en arrière, on ne vous aurait même pas identifié. Quoi. Non, ce qu'ils sont en train de dire, c'est comment on va baisser notre empreinte carbone, travailler en économie circulaire, parce que nous, on lance aussi une partie recyclage de nos produits. Donc, c'est pour réintégrer de la matière recyclée dans nos big bags. Donc, il faut venir avec des solutions nouvelles. On est en train de relocaliser et de transformer notre économie et d'intégrer l'économie circulaire. Christophe, c'est le sentiment que vous avez, bon alors, vous avez évoqué toutes les difficultés que vous aviez avec un certain nombre d'interlocuteurs institutionnels, mais malgré tout, vous sentez le discours qui a changé clairement autour de vous depuis 18 mois ? Oui, clairement. Comme je le dis souvent, on n'a pas attendu Greta Thunberg pour mettre en place, comme vous, de l'économie circulaire, de l'éco-conception, de l'éco-innovation, de l'innovation frugale, et ce depuis 2017.
Et si on a été ensuite récompensé par tous les trophées plus tard, c'est tout simplement parce qu'on avait déjà gagné 4 ans d'avance par rapport à ce qui a ensuite été médiatisé à partir de 2018-19, etc. Donc oui, nous c'est une conscience, enfin c'est une stratégie même. Hein, voilà, c'est 2 axes stratégiques, innovation et RSE. Dans la RSE, il y a le social, sociétal, environnemental. Et les projets, c'est par dizaines qu'on les a lancés et on a toujours anticipé les demandes clients. Pour citer juste un dernier exemple, les étuis pour les banques. On a été l'inventeur d'une écomatière. Et maintenant, vous allez dans quasiment n'importe quelle banque, vous demandez un étui, vous avez notre signature. Alors, on n'a pas le droit de mettre le nom Simon, mais notre signature, c'est 4 pictogrammes. Made in France, trophée RSE, 40% de ressources minérales inépuisables. Donc, on a baissé la part pétrole et réintégration de 30% recyclés, charté, aux couleurs chartées des banques. C'est-à-dire qu'on est en boucle de recyclage continu et dans chacun des étuis que vous pouvez avoir aujourd'hui, il y a du recyclage de 2e, 3e, 4e, 5e, 6e niveau sans dégrader la matière et on a été les premiers à le faire. Donc, on a eu un succès fou sur toute la France, sachant que ce produit, il est toujours 100% recyclable. Donc, maintenant, on va même plus loin. C'est-à-dire qu'on propose à nos clients banques, lorsque vous demandez un étui, que vous rapportiez l'ancien étui qui est déchiré, abîmé, etc. Et nous, on va le recycler. Donc ça, c'est la prochaine étape, c'est-à-dire qu'on rentre dans une boucle totalement fermée, où non seulement on diminue la part pétrole à moins de 42% sur nos produits, ce qui est inédit dans les matières plastiques, mais en plus, on va jusqu'à dire zéro déchet, et on s'occupe, nous, du recyclage à 100%. Et donc ça, c'est la prochaine étape. Marie-Claire, dans le domaine de la formation, est-ce qu'il y a quelque chose de comparable avec ce qui vient d'être évoqué sur le fait de proposer aujourd'hui de la formation à distance, plus seulement en présentiel? C'était psychologiquement quelque chose qui n'était pas forcément très évident, parce que quand on va en formation, c'est aussi rencontrer des gens, c'est aussi être en contact avec le formateur, des collègues, des gens qui font le même métier, ce qu'on a moins quand on est en distanciel. Est-ce que les choses évoluent sur ce sujet? Clairement, une des raisons pour lesquelles on n'était pas pressé avant la crise de faire cette plateforme, c'est qu'on avait clairement une réticence de nos clients dès qu'on abordait l'e-learning. Et on n'est pas là pour embêter le client, si vraiment elle le un peu pas. comme pour le télétravail finalement, hein. Il y a un parallèle. Exactement. Il y a un parallèle. Et il y avait des choses que vous venez d'évoquer, on est tout seul dans notre coin, il n'y a pas de partage d'expérience et tout ça. Et c'est pour ça qu'on a vraiment voulu concevoir quelque chose qui évite les écueils de la formation e-learning, où effectivement on est dans un truc balisé et qu'on est tout seul dans son et on se lasse. Son écran. Et on se lasse, voilà. Et donc la problématique était d'arriver à concevoir un mix, mais aujourd'hui les idées ont changé. Parce qu'on n'a pas eu le choix, parce qu'on a dû faire du télétravail, parce qu'on s'est rendu compte qu'avec le télétravail, on arrive à travailler, on arrive à échanger. Et à se former éventuellement. Et à se former. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'autre jour, j'ai fait la remarque. Avant, dès qu'il y avait une réunion à Dijon, on se déplaçait ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, webinaire, ça ne vient pas à l'esprit. Et ça ne choque plus personne. Plus personne, et ça ne vient pas à l'esprit pour ma voiture, pas une demi-journée, pour aller faire une réunion, écouter quelqu'un parler. Enfin, je trouve que c'est quelque chose, c'est vraiment généralisé, démocratisé. Et donc, des barrières. Christophe, il a pris sa voiture quand même pour venir. D'ailleurs, oui. il a failli pas venir aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais nous, ça s'est beaucoup réduit. Non, mais merci d'être là quand même. Non, mais je trouve que c'est vraiment un changement d'état d'esprit. Et donc, il n'y a plus cet a priori. Il y a des moments où le présentiel, c'est la meilleure solution. Il y a des moments où le distanciel va très bien et convient et est la meilleure solution. Et il y a beaucoup moins d'a priori. Même, et j'insiste là-dessus, sur des personnes qui sont en premier niveau de qualification. On travaille aussi avec l'entreprise industrie qui avait cette appréhension, est-ce que mon salarié arrivera à se former avec l'informatique? Une fois, on n'est pas pour le hyper cocooning, et on dit, on va les accompagner, ça va très bien se passer, et ça se passe très bien. Ils sont pas, et pour le CPF, c'est sûrement mieux aussi. On n'est pas les grands adeptes de CPF. Pour les gens, pour faire des formations. Clairement, voilà. Clairement, c'est une solution intéressante qui n'est plus rejetée par principe. Les mentalités ont évolué très très vite aussi sur ce sujet-là. Parce qu'on n'avait pas eu le choix, je crois, mais c'est très bien. Je termine avec vous, Nicolas, parce qu'on aura encore plein de choses à raconter sur vos entreprises et la vôtre en particulier, sur Sobag. Verser du vin jaune l'an prochain. Verser du vin jaune l'an prochain, en janvier prochain. Oui. Vous y serez, ça c'est aussi un truc inattendu. Oui. C'est l'effet réseau. C'est l'effet réseau. Racontez-nous, et on termine là-dessus. Donc, très, très rapidement,
On travaille beaucoup avec les ZAD du Vernois à Blanzy et l'entreprise adaptée du Vernois à Blanzy. Du coup, on leur apporte aussi des affaires. Et puis là, ils ont été en contact avec la région pour fournir les porte-verres pour la percée du vin jaune. Oui. Et du coup, ces porte-verres, au lieu de venir de Chine cette année, ça c'est un coup des Chinois, ça. Ils ne sont pas contents. Donc les porte-verres, au lieu de venir de Chine, ils vont être fabriqués sur la communauté urbaine de Crozon-Monceau avec 4 entreprises. Donc il y a nous qui découpons la toile. On a SEIC qui fait les petites étiquettes, donc ça c'est au Creusot. On a HD Pub qui fait toute la sérigraphie, donc à Sanvignes, à côté de Monceau-les-Mines. Et puis donc l'entreprise adaptée qui fait la confection jusqu'à fin décembre, début janvier, 23 000 pièces. Non, mais c'est quand même dingue qu'il ait fallu une catastrophe sanitaire et économique comme ça pour qu'on se rende compte qu'on peut, ici, là, chez nous, fabriquer ce dont on a juste besoin à côté. Ça va être un petit peu plus cher, mais l'empreinte carbone va être beaucoup plus basse. Voilà, il y a une question de coût, mais les externalités ne sont pas les mêmes. Donc effectivement, merci, quoi. Merci la crise. C'est horrible de dire ça, mais enfin, quelque part, quand même, elle a permis ce genre de choses. Puis on va dire merci la crise, je parle pour nous, parce que ça a continué d'accélérer notre plan d'investissement, peut-être aussi pour vous aussi. Les outils comme le PGE, France Relance, l'industrie du futur, nous on avait plein de projets, on a mis touché triple. Ouais, c'est important quand même de préciser que tout le monde est concerné ici par des apports financiers sous diverses formes de la part de l'État et éventuellement des collectivités aussi qui ont permis aussi de mettre en œuvre les projets. Ouais. Jean-Baptiste Clément, je me tourne vers vous pour terminer ce tour de table. Votre métier, c'est l'accompagnement au pilotage d'entreprise, des PME plus spécifiquement, qui s'appuie sur votre expérience de directeur de cabinet comptable. Et votre société, votre cabinet s'appelle ACG Conseil et est basé à Chagny. Exactement. Peut-être une première question, comment vous réagissez à ces 3 expériences, alors 2 dans l'industrie, 1 dans les services C'est à peu près ce que j'ai vécu chez mes clients. Ouais, voilà, ça correspond à ce que... Ça correspond, c'est-à-dire que beaucoup de mes clients, c'est porte fermée, qu'est-ce que je fais demain? Par exemple, j'ai un client qui lui qui produit industriellement des effets spéciaux atmosphériques pour le monde du spectacle. Et là, forcément, les fumées, les senteurs et autres. Donc lui, il a été arrêté et il est peut-être même toujours pas reparti. Il est reparti à l'international. Alors, parti autrement, en tout cas. Ouais. Mais déjà avant, il distribuait déjà aux États-Unis pour Disney et autres. Et là, forcément, c'était un peu qu'est-ce que je fais? Et du coup, on s'est mis autour d'une table et on s'est dit, mais c'est quoi ton métier? Mon métier, c'est de faire du fluide. Et là, on s'est dit, mais on était en train de se laver les mains, justement. On s'est dit, avec le gel hydroalcoolique, qu'est-ce que c'est? Du fluide. Et du coup, on s'est dit, mais pourquoi ne pas faire du fluide, du gel hydroalcoolique? Et en 15 jours de temps, on a pris la formule de l'OMS. 15 jours après, il y avait la production de fluide qui commençait, l'entreprise a réouvert. Et là, on s'est posé la question, comment faire aussi pour les senteurs, pour les effets spéciaux? Le monde du spectacle est à l'arrêt et on ne sait pas quand est-ce que ça va repartir, mais on ne peut pas rester comme ça. Et on s'est rendu compte qu'au niveau des senteurs, il y avait un marché qui est pas encore présent en France, qui est présent à l'international. C'est les senteurs pour les magasins, pour les hôtels, pour les salles de cinéma. Et en fait, tout ce qui est resté encore ouvert, en fait, on est en train de démocratiser, de faire toutes les senteurs, mais non plus en version des diffuseurs et les produits, non plus en façon spectacle en grand, mais la façon pour le commerce local. C'est-à-dire qu'on parfume l'air. On parfume l'air. Alors contrairement aux senteurs, on pourrait dire du Fébreze et autres, là on est sur c'est liquide, c'est-à-dire que si on le dépose, ça fait de l'eau. Là en fait on parle en anneau et en fait ça diffuse des odeurs, mais sans aucune composant liquide. Quelle est votre analyse de tout ça? Parce que ces entreprises, indépendamment de la crise, auraient pu se poser la question, toutes ici, de se diversifier, de se lancer dans le distanciel, de se lancer dans les textiles techniques, etc. Elles auraient pu, indépendamment de la crise. Elles auraient pu. Il s'est passé quelque chose qui fait que on a changé de braquet, un cliquet s'est débloqué pour envisager les choses autrement.
disons que ce qui se passe, c'est que dans toutes nos entreprises, on est pris par le flot du quotidien. On doit gérer notre quotidien, on met des projets, puis ça prend un certain temps. Là, tout est à l'arrêt, donc on a du temps devant nous. Et je trouvais que c'était une opportunité, cette crise sanitaire, c'était vraiment une opportunité pour remettre à zéro toutes nos réflexions d'entreprise. Et c'était vraiment quelque chose de vraiment important. Alors moi, j'accompagne aussi bien des industriels comme de ce type-là, qu'un autre industriel qui, lui, a créé la maison médicalisable qui sera l'alternative aux EHPAD. On a vu la catastrophe sanitaire en EHPAD. Aussi bien pour les vignerons que... C'est quoi la maison médicalisable? C'est-à-dire que c'est une maison qui est domotisée d'une telle façon qu'elle va pouvoir diagnostiquer les malaises des personnes, pouvoir prendre les constantes des personnes et les télétransmettre en téléthèse. Un bâtiment intelligent, qui surveille votre santé. Oui. C'est ça l'idée, d'accord. Et c'est vraiment quelque chose c'est tout à fait innovant. Ouais. Tout à fait innovant. Et c'est comment, mon apport, c'était comment on met en œuvre commercialement, quels sont les appuis techniques, combien ça coûte, combien on peut le valoriser à notre clientèle et comment réfléchir à tout ça. Et c'est vrai que le commerce va complètement changer. 18 mois de crise sanitaire, on ne reviendra plus jamais comme avant. Et tous ceux qui n'ont pas pris le temps de réfléchir comment faire le marché dans le futur, eux, par contre, ils ont, je pense, du souci à se faire parce que le train est en train de passer. Et si on ne prend pas le train maintenant, ça va être très, très compliqué. A contrario, effectivement, vous avez raison de le souligner. Là, on a des exemples d'entreprises qui ont pris ce sujet à bras-le-corps et qui se sont engagées. D'autres ne l'ont pas fait. Non. Et effectivement, on risque de se retrouver dans une économie à deux vitesses avec des entreprises qui auront pris beaucoup de retard, du coup. Oui, parce que là, justement, la crise sanitaire, c'était un temps d'arrêt. Donc, comme il y avait un temps d'arrêt, les gens qui ont réfléchi, ils avaient 24 heures pour réfléchir, ils n'avaient plus de quotidien. Et du coup, on permet de lancer X projets en même temps parce qu'on avait le temps. C'est ça. Les entreprises, quand ils repartent là dans le quotidien, comme là, c'est la reprise, s'ils n'ont pas commencé à réfléchir, ça va reprendre comme avant, ils ont 5-10 ans, parce que les autres ont mis 1 an ou 2. À leur décharge, on peut penser que certaines entreprises peuvent avoir du mal à se diversifier ou à lancer de nouveaux projets. On va prendre un exemple très simple. A priori, on pourrait se dire, par exemple, la restauration. Je tiens un restaurant, je suis quand même mal en mars, parce que qu'est-ce que je peux faire d'autre que faire des repas et les servir dans mon restaurant? Enfin, à vous de me dire, est-ce qu'on arrive à inventer, à réinventer, y compris des métiers dont on se dit... Oui, ça fait une partie de ma clientèle, la restauration. Vous en avez, alors on va raconter. J'en ai, aussi bien de restauration de ville que de la restauration de campagne, qui sont deux populations totalement différentes. La population de ville, le restaurant de ville, la question, c'est le sanitaire. Et là, on a travaillé, c'est comment, d'une part, valoriser ces produits en échelon court, et d'autre part, le sanitaire, c'est la carte de menu en QR code. Ça a été une chose qu'on a... Qui est une recommandation d'ailleurs, ou une obligation aujourd'hui, je ne sais même pas. Enfin, on en voit beaucoup en tout cas dans les restaurants. C'est une sorte de recommandation. Et dès le départ, j'ai dit, mais en fait, les gens vont avoir peur de toucher. Il y a une peur des gens de justement le contact. Et du coup, de dire, bah oui, il y a le serveur qui vient mettre le sel, qui vient tonner. Le menu était distribué sur la table d'à côté, le temps de désinfection, puis même dans le temps de process. C'est pour ça que j'ai conseillé mes clients dans le QR code, parce qu'on s'est dit, oui, mais c'est un investissement lourd quand même, il faut toujours repasser les menus. Et je leur dis, oui, mais mesurer comme quoi que pour la sécurisation des clients, c'est qu'en cas de changement de table, les menus, il faut la désinfecter, feuille par feuille, laisser du temps de séchage, etc. Ça devient ingérable. Et du coup, pour faire comprendre aux gens, j'ai mis ce temps de service en euros. Parce que souvent, ce qui nous touche tous, c'est le porte-monnaie. Et là, en fait, il s'est rendu compte que l'investissement dans son QR code était rentabilisé en 3 mois si on devait faire tous les process, etc., sanitaires. Et finalement, ça l'a convaincu d'y passer. Alors ça, avec des réactions de la clientèle qu'il faut prendre en compte, qui ne sont pas forcément... C'est ça. C'est pour ça que la clientèle de restauration de ville, oui. La restauration de campagne, c'est beaucoup plus dur parce qu'on n'est plus du tout sur la même population. On est sur quelque chose c'est les petits habitués, c'est le restaurant ouvrier, c'est parce qu'il n'y a pas de réseau.
Aussi. Et il peut y avoir aussi cette question-là, bien Cette sûr. question-là. Il y a la 5G arrive. Alors, Faut déjà que il n'y ait pas de zone blanche. Et c'est vrai que par contre, on a remis du coup des process, on a fait différemment, repensé différemment sur les menus, pareil pour les restaurants de campagne. Et c'est vrai que ce travail de réflexion, on prend le temps de réfléchir, et c'était dans l'empreinte carbone, l'empreinte écologique. Je le vois par exemple dans le monde de site viticole où j'accompagne, oui, un peu de tout domaine. Où on traite, ce qu'on fait, le travail de la vigne, ça s'est arrêté, on ne pouvait plus vendre de vin, mais la vigne, elle, a décidé de continuer de pousser. C'est bête à dire, mais la nature a dit, je continue. Et en plus, 2020 était une année quand même exceptionnelle en termes de qualité, de rendement pour les vignerons. Il a fait très beau en 2020, on s'en souvient tous. Voilà. On a eu le temps d'en profiter aussi. Et là, je travaille souvent avec des vignerons sur la réflexion sur les traitements phytosanitaires, parce que les gens dans l'hygiène sont en train de prendre conscience que de boire des choses qui sont sulfatées, qui sont traitées à haute dose, ça va peut-être se terminer. Donc il y a de plus en plus les normes sanitaires qui arrivent, le bio. Alors il y avait le mode bio, il y avait aussi les autres normes d'éco-responsables. Et en fait, il y a même des vignerons que j'accompagne, qui dans un autre vignoble que la Bourgogne, qui comptent même ses vers de terre dans sa tenue. Et on est carrément sur la valorisation, on traite différemment, on traite moins. Les produits qu'on a utilisés sont peut-être plus chers sur le moment, mais on protège la terre et on le valorise dans son produit. Commercialement, marketingement, on fait de la valorisation de ces produits. Et la clientèle, je pense que nos marchés, nos clients, du moment l'esprit est là pour que les gens payent plus cher, mais pour quelque chose de plus sain. Et avant, on ne pouvait pas le dire, avant la crise sanitaire, c'était inconcevable de faire ça. La crise sanitaire a permis ça, c'est de dire d'évoluer sur quelque chose de plus rentable, mais de plus sain. Ou de moins rentable et de plus sain. Si les coûts de production sont plus élevés, justement, plus rentable. Plus rentable. Donc, vous arrivez à faire la démonstration économique que l'opération vaut le coup. Ça coûte plus cher à produire, mais commercialement, c'est plus valorisant. Du coup, on valorise mieux nos produits, et du coup, finalement, on y gagne en marge. Votre sentiment, alors ça, c'est une tendance de fond qui avait commencé avant 2020, quand même, la prise de conscience, etc., on en parlait. Ça a accéléré les choses, ça les a rendus intelligibles. Oui, très intelligible, parce que avant, on comparait justement avec nos produits chinois ou nos produits de l'Europe de l'Est, et on s'est dit, forcément, on ne peut pas concurrencer le produit en termes de coût. Et les clients, on était toujours dans une logique moindre coût, moindre coût, moindre coût. Et après, l'écologie, si ça arrive, c'est mieux. Et là, on est en train de se rendre compte que l'écologie, c'est bien. En plus, la crise sanitaire a fait que frontières fermées, les pays asiatiques, c'est bien, mais quand ça se retourne plus, c'est bête, mais on ne peut plus rien faire chez nous. Et du coup, il y a tout cet esprit de relocalisation qui arrive de manière très forte. C'est une chose qui est commencée un peu avant la crise, mais là, qui est en train de prendre de l'ampleur très, très rapide. Très concrètement, ça veut dire que vos clients, quand vous allez les voir aujourd'hui, vous avez beaucoup moins de mal à les convaincre de se lancer dans un certain nombre de projets qu'avant. Oui, beaucoup moins de mal. Tout simplement, par exemple, je vois que... je prends l'exemple de mon vigneron, qui lui faisait du traitement. Et quand je lui ai montré comme quoi que ça coûtait peut-être en production plus cher, mais qu'en valorisation, un produit identique, il pouvait le valoriser et gagner finalement 2 fois beaucoup plus que ce qu'il faisait avant, ça l'a converti en disant pourquoi pas ne pas le faire moi aussi. Et c'est vrai que quand on regarde les études, je vais vous montrer les études, comme quoi que la clientèle finale est prête à mettre l'euro, 10 € de plus sur quelque chose de plus sain, et finalement, commercialement, ce qu'il avait peur est devenu une force. Le consommer local aussi, c'est quelque chose qui se... Oui, ça gagne du terrain, on le sent bien. Après, la question, c'est est-ce que ça se traduit concrètement dans les investissements des entreprises et dans la stratégie des entreprises
on parle beaucoup du nouveau monde de demain et certains se disent le nouveau monde ressemble un peu au précédent parce qu'on a aussi repris des habitudes avec la réouverture des marchés. Donc j'entends plutôt votre optimisme. Il y a quand même malgré tout des freins aussi qui subsistent. Comment est-ce que vous convainquez est-ce qu'il y a encore des récalcitrants aujourd'hui quand vous lancez dans des projets Il y en aura toujours parce qu'en fait, on change complètement de philosophie. Oui. On change de paradigme total. C'est-à-dire qu'il faut que les gens, les chefs d'entreprise, comprennent que le monde qui va arriver là, dans 2022, 2023, 2025 ne sera jamais celui de 2019. Et en fait, c'est la peur du futur, de l'inconnu. Et ça, malheureusement, on est tous humains, on a tous cette peur-là. Oui. Et chaque chef d'entreprise, j'accompagne à se dire que ce n'est pas une fatalité, c'est qu'il faut prendre le train tant qu'il est là. Et il vaut mieux prendre le risque d'y arriver que de s'éteindre petit à petit. Je vais vous proposer de poser des questions, d'intervenir, de réagir dans quelques instants. On a un temps qui est prévu pour ça, pour l'échange, donc affûtez vos questions. Je vous donne la parole dans quelques instants. Encore une question pour vous, Jean-Baptiste. Est-ce que, à la réflexion, cette période de crise a finalement été le bon moment? Je vous posais la question autrement. Est-ce qu'on pouvait craindre que cette période de crise ne soit pas le bon moment? Parce que souvenons-nous quand même, en mars, avril, mai 2020, on était tous plutôt dans un état de sidération et d'arrêt brutal. C'est peut-être pas le bon moment pour se dire allez, je vais me lancer dans un super projet, je vais racheter une boîte. On n'était pas trop dans cet esprit-là à l'époque. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé dans un certain nombre d'entreprises. Comment vous expliquez ce décalage voilà. Et puis la question est ouverte à tout le monde, bien sûr. Alors je pense que c'est une question un peu philosophique, je sortant du monde économique. Oui, c'est psychologique en tout cas, c'est sur la psychologie humaine. Voilà, parce qu'en fait, tout simplement, concrètement, on a deux visions de choses. Soit qu'on sur quelque chose qui a un incident terrible qui arrive, on a deux solutions. Soit on se renferme et on se dit, prions pour que ça passe à côté de nous. Ou alors en se disant, dans toute chose mauvaise, on sort du bon. Et c'est vrai que c'est une philosophie de dire que quelque chose, des accidents qui peuvent être terribles, finalement, on pourra ressortir grandi. Il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a que des apprentissages. Et c'est vrai que la crise nous apprend des choses. Et justement, c'est dans les tragédies, directement, qu'il y a toujours les plus grandes avancées. Tous les trois qui avez témoigné de ce que vous avez fait dans vos entreprises pendant cette période, vous avez eu des moments de doute, des moments de découragement, des moments où vous vous êtes dit non mais où on va quoi. Et voilà. Vous avez eu aussi ces moments-là, parce que là on a parlé de tout ce qui allait bien et tout se finit bien, donc tant mieux. Tout se poursuit bien en tout cas, donc tant mieux. Vous avez eu ces moments de oui, ce serait mentir de dire le contraire. Il y a eu au tout début, même l'avenir de notre entreprise. Et là, on commence à penser aussi de la responsabilité qu'on a de toutes les personnes qui travaillent avec nous. Enfin, ça, on le sent. Et plutôt que d'avoir peur d'échouer, on s'est dit la seule façon de réussir, c'est d'essayer. Si j'essaye pas, c'est sûr, rien ne se passer, quoi. Et j'augmente mon risque d'échec. Enfin, c'était le ressenti qu'on avait. Et que si on ne faisait rien, ça ne pouvait pas bien se passer. Et voilà, pas envie de subir. Pas envie de subir. Ouais, c'est ça. Oui, moi, ça a duré 2 jours. L'effondrement, entre guillemets, enfin, le fait de prendre en pleine figure ce truc-là, c'était le 17 et le 18 mars. Mais très vite, le 19, comme je suis rentré sur mon masque, mon chef d'atelier, lui, fabriquait à la volée les bobines à imprimer pour préparer la suite. On était déjà dans l'après. J'avais pris tous les numéros de téléphone portable de tous mes salariés. J'avais pris de leurs nouvelles 2 fois par semaine. Tout le monde allait bien, tout le monde était en forme, personne n'était malade. Donc très vite, on est reparti vers de l'avant. Et pour répondre à votre question, en fait, ce qui est très important dans cette attitude, c'est finalement, et j'ai beaucoup voyagé dans le monde entier auparavant, et on voit qu'il y a des cultures, notamment anglo-saxonnes, où ils ont plus l'habitude que la culture française, ça c'est des questions historiques, finalement d'avoir cette capacité de rebond. Et pour avoir cette capacité de rebond, une des grandes leçons aussi que j'ai apprises, c'est tout simplement quand un événement comme ça arrive, déjà il faut l'accepter, rapidement. Il est là,
ça sert à rien de se lamenter, pleurer, pessimiste, machin. Non, le truc, il est là. Il est arrivé, donc hop, je l'assume, je l'accepte. Et maintenant que j'ai aplani les choses et que j'ai compris qu'il est là et que je l'ai analysé, diagnostiqué, eh ben immédiatement, je fais quoi? Et nous tous, et on n'est pas les seuls, on a été dans cette dynamique-là, tout simplement. Donc c'est vraiment cette capacité de rebond, c'est ça qui est important. Se réinvestir dans l'action tout de suite aussi. Voilà, mais oui, c'est la façon dont on reçoit le message. Voilà, on le reçoit, il est là, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous ne pouvez rien faire. Vos clients sont à l'arrêt, vous ne pouvez rien faire de mieux. Donc on accepte le truc et on se dit, OK, maintenant, dont acte. OK, qu'est-ce que je fais? Et Nicolas? Nous, c'était un petit peu différent parce qu'on a continué de travailler. Le doute, les 2 premières semaines, en fait, c'était stressant. C'est le stress des gens. Parce que nous, on travaillait et pas tout le monde s'arrêtait. Donc les gens se posaient la question de est-ce que je me mets en danger quand même? Bien sûr. Et c'était ça le plus gros problème. Jusqu'à cette alerte qu'on a eue, fausse alerte, heureusement. D'un cas dans l'entreprise. D'un cas dans l'entreprise, ouais. Et je pense que c'était plus une crise de stress, d'angoisse, qu'une crise de Covid. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai mis des choses particulières pour favoriser le travail des gens. On a enlevé les frustrations aussi. J'ai organisé le traiteur tous les midis, la livraison du pain. On faisait livrer les fruits, les légumes, le fromage, pour que les gens venaient au travail, mais en plus, ils aient plus la difficulté d'aller faire leurs courses. Bien sûr, oui, parce qu'on ne pouvait pas manger, évidemment. C'était plus compliqué. C'était compliqué. Voilà. Et dans l'action et dans l'adaptation, c'est de beaux témoignages et de beaux exemples. Est-ce que vous avez des questions, des réactions forcément. Monsieur, attendez, on vous donne un micro. Voilà. Et si vous pouvez vous présenter, c'est parfait. Oui, donc Bruno Duparet, ingénieur arts et métiers. Je présente les anciens élèves, une alumni des arts et métiers. L'IESF à l'occasion. Les Gazards. Les Gazards et puis l'IESF, les ingénieurs et scientifiques de France. Moi, j'étais je vous remercie pour tous les propos que vous avez tenus. En tant qu'ingénieur, j'ai travaillé au CEA, j'ai travaillé dans l'innovation, et on était en perpétuel, je dirais, changement. Et donc, moi, je note que le numérique pouvait être un frein dans l'entreprise à un moment donné, mais aujourd'hui, c'est un atout. Donc, preuve en est, je dirais, la formation numérique. Donc, vous avez parlé aussi de la formation par le numérique. Je pense que là, la crise a été un facteur dynamisant dans ce domaine-là. Vous avez parlé de flexibilité, d'agilité et d'innovation. Maintenant, pour les employés, est-ce que ça a valorisé les employés? Comment ils ont ressenti tout ça? Est-ce que ça a apporté une dynamique dans l'entreprise? Et aujourd'hui, on parle beaucoup d'attractivité des jeunes dans l'entreprise, dans l'industrie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que ce sont des facteurs favorables pour ça? Voilà. Merci pour votre question, monsieur. Je complète simplement en disant qu'effectivement, l'image des entreprises n'a jamais été aussi bonne qu'aujourd'hui, donc ça va peut-être appuyer effectivement votre question. Qui peut prendre la... Allez-y. Oui, alors complètement. En fait, c'est exactement ce qui nous est arrivé. Déjà, comme on avait mis en place cette stratégie RSE, forcément, le salarié, il est le centre, enfin il est devenu le centre. Donc on a fait plein de choses, on a fait venir la médecine du travail, audit de poste, aménagement, investissement pour les conditions de vie au travail, valorisation, etc., formation, épanouissement. Mais oui, la crise et ce qui s'est passé, ce qu'on a développé a été un accélérateur. Donc on a eu une trentaine de médias, de reportages dans la presse avec tout d'un coup, tout le monde s'intéresse à cette entreprise toute petite au cœur d'Avalon et pas plus tard que lundi soir, le 15 novembre, France 3 a diffusé à 18h30 un reportage d'1 quart d'heure. C'est énorme. Sur notre entreprise, ils ont tourné le 18 octobre une journée complète et tous nos salariés, et moi-même je l'ai vu en direct, on s'est vus à la télévision. Vous pouvez le regarder en replay si vous voulez sur France 3. Et ça, tout ça, ça contribue en fait à la fierté d'appartenir à une entreprise qui a des valeurs, qui les affiche, qui est récompensé et qui en plus passe à la télé. Donc oui, moi j'ai vraiment senti un cercle vertueux et une marque employeur qui a complètement explosé. Et j'ai les 3 embauchés, les derniers embauchés que j'ai embauchés depuis 3 ans, mais ils arrivent au travail, mais c'est un plaisir. Et moi aussi, mais eux aussi, c'est ça qui est important. Et ça, c'est extraordinaire. Donc oui, nous on l'a complètement vécu et on continue à le vivre. Nicolas Nicolas, vas-y. Alors, moi, chez mes clients, par exemple, dans la restauration, le problématique salariat
Et c'est quelque chose de terrible, parce que 18 mois, 12 mois à l'arrêt, des salariés ont compris qu'il existait des week-ends, qu'il existait des soirées. Et recruter, c'est devenu compliqué. Et du coup, nous, déjà dès le premier confinement, on avait déjà diagnostiqué que la mise en arrêt, c'était cette problématique. Et chez tous mes clients restaurateurs, on a revu toute la politique salariale. Donc ça veut dire revoir pour que tous les salariés aient au moins un week-end sur 2 en intégralité. C'est quelque chose, ça veut dire refaire des équipes, revoir leur temps de travail, revoir la gestion du personnel en intégrité et les process de A à Z. Et mes clients restaurateurs, ils ont finalement peu de soucis de recrutement parce que leurs salariés, ils se sentent bien, sont valorisés et ils ont un rythme de travail qui correspond avec leur rythme familial qu'ils ont découvert pendant le confinement. Oui, donc ça a pu amener aussi, effectivement, dans certains secteurs d'activité, à un management différent des femmes et des hommes. Marie-Claire, Nicolas, si vous voulez compléter pour répondre à monsieur. Moi, je dirais comme Christophe, il y a le numérique, ça c'est important, bien sûr, il y a l'attractivité, le mode zapping un peu maintenant qui existe dans la société où du coup on veut que ça aille un peu tout vite, les outils, tout le monde est connecté, les jeunes sont connectés. Après, ce qui compte peut-être autant, voire plus, c'est quand même les valeurs de l'entreprise, je pense. Maintenant, les gens, j'en ai eu quelques-uns, j'ai eu un jeune en entretien il y a quelques temps. Son discours, c'est quand je lui ai demandé vos prestations, c'est quoi, il dit le problème, c'est pas la prestation. Moi, j'ai envie de travailler dans votre boîte. Donc, ouais. Alors, je ne dis pas que c'est une généralité. En tout cas, ça fait quand même plaisir. Et le fait qu'on parle de nos entreprises pour les valeurs qu'on défend, ça attire aussi les gens qui ont les mêmes valeurs que nous. Et du coup, ça crée un environnement qui est quand même beaucoup plus propice au plaisir au travail. C'est ça. Oui, il se passe vraiment quelque chose là en ce moment, au moment de l'entreprise. On le voit, nous, dans les thématiques que nos clients nous demandent d'aborder, parce qu'on fait beaucoup de formations autour des thématiques de management. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on nous demande d'aborder des problématiques de culture d'entreprise, de courage managérial, de donner des valeurs, transmettre des valeurs, en créer pour certains qui n'avaient pas encore été sensibilisés sur cette thématique-là, et qui existait auparavant, mais que beaucoup d'entreprises nous pensaient un petit peu, voilà, si vous voulez, voilà. Et là, c'est un enjeu, c'est-à-dire qu'il faut qu'on l'aborde parce qu'on sent qu'on a des salariés qui sont démobilisés, n'adhèrent plus ou qui sont en manque de sens. Surtout quand on est en télétravail, qu'on est seul tous les jours. Pourquoi je fais ça tous les jours? Voilà. C'est ça. Et il y a vraiment aussi la question de l'intégration d'une personne dans une équipe. Comment est-ce que je crée une culture d'entreprise avec des personnes qui se voient une fois par mois peut-être, elles se croisent et encore jamais toute l'équipe se retrouve. C'est quand même un changement profond dans beaucoup d'entreprises. Donc oui, les problématiques managériales... En tout cas, c'est une problématique, l'humain, auquel il faut attacher une importance très particulière parce que le numérique se développe, parce que le télétravail se développe. Et un très fort turnover dans certaines entreprises, la restauration certes, mais pas que, qui oblige certaines entreprises à se remettre en cause. Pourquoi on a un tel départ de nos salariés? Qu'est-ce qui se passe? Et l'État... Là, c'est pareil, j'ai envie de dire, évidemment, quoi. Mais c'est clairement... évidemment, a-t-il fallu que la crise arrive pour qu'on se pose ces questions-là? Mais bon, tant mieux d'ailleurs. Et l'État a mis en place quelque chose qui est très bien, c'est la PCRH, prestation formation ressources humaines, qui est financée, qui est soutenue par la CPME. Et pour justement, c'est l'État qui finance repenser le management et la gestion du personnel dans les entreprises. Tous les employeurs ont droit, c'est quand même un fonds de 15 000 €, je peux monter jusqu'à 30 000 € dans l'année, par an, pour accompagner au changement managérial et au changement de la... Avec des consultants comme vous, des coachs ou des... C'est ça. Voilà, ou des... Et l'État a mis en place, a compris que c'était l'avenir. Et normalement, le dispositif qui normalement se terminait au 31 décembre 2021 devrait se prolonger pour 2022. Et c'est quelque chose qui est vraiment primordial, que chaque employeur a cette possibilité-là. Alors, merci pour l'info, Jean-Baptiste, pour ceux qui ne l'avaient pas. Une autre question, une autre réaction? On a encore 10 petites minutes, donc si vous voulez partager votre propre témoignage, réagir à ce qui a été dit, poser une question, et n'hésitez pas. On est entre nous, donc vous profitez-en. Non, il n'y a pas de prise de parole?
Vous êtes sûr? Vraiment sûr? Bah, je vous redonne la parole, hein, moi j'ai pas de problème, hein, monsieur. Reprenez le micro, s'il vous plaît. Vous avez parlé de flexibilité et d'agilité. Est-ce que, je dirais toujours dans le même contexte, est-ce que vous aviez les outils? Est-ce que les outils pour faire la flexibilité dans les ateliers et aussi la formation des individus, je reviens toujours aux individus parce qu'ils sont là aussi les acteurs de l'entreprise, est-ce que ça a été compliqué? Est-ce qu'ils ont suivi assez facilement du fait qu'ils voulaient rebondir? Est-ce que cette crise n'a pas été aussi révélateur pour eux? Je dirais, à quoi je sers? Est-ce que dans mon entreprise, il y a comment je peux faire pour dynamiser tout ça? Est-ce qu'ils se sont associés facilement à ce changement, quoi? Avec parfois un changement de métier, aussi un changement de pratique, un changement, y compris dans l'exercice quotidien de ce qu'ils font, c'est ça parfois. Hein. Oui, alors je peux rapidement. Christophe, allez-y. Oui, comme je prenais des nouvelles tous les 2-3 jours, chaque fois, il me disait, mais quand est-ce que vous rouvrez l'usine? Quand est-ce que je peux revenir travailler? Ils s'ennuyaient à mourir chez eux. Et ça m'a fait plaisir. Mais non, c'est vraiment, ils étaient très attachés à l'entreprise et ils n'avaient qu'une hâte, c'est qu'on puisse rouvrir, qu'ils puissent reprendre le travail, qu'ils puissent se retrouver dans un environnement qui leur plaît. Moi, j'ai des salariés qui ont 30 ans de boîte. Du turnover, on n'en connaît pas. Nous, les gens restent pour tout un tas de raisons. Mais tout le monde ne travaille pas chez Simon Plastics. Hein. Non, mais bon, après, le territoire avalonnais est un peu sinistré aussi. Il y a plein de facteurs. Ouais. Mais il n'empêche que ça, c'est une réalité. Ils étaient chez eux, ils auraient très bien pu se la couler douce, entre guillemets. Et en fait, tous m'ont dit, et par pitié, s'il vous plaît, rouvrez le plus vite possible. J'ai rouvert le 11 avril. Donc, on a été finalement fermé que 3 semaines et demie. Mais vraiment, ils sont tous revenus. Pas d'absent, pas d'absentéisme, pas d'arrêt de travail, rien. Tout le monde est revenu le jour où j'ai rouvert l'usine. Donc voilà, donc oui, pour nous, ça a été clair et ils étaient demandeurs. Jean-Baptiste, on peut peut-être tempérer l'enthousiasme de ce qui se passe là-bas à Vallon. C'est pas partout pareil non plus. La question de monsieur a du sens, effectivement, sur la manière dont les salariés ou même vivent le changement dans l'entreprise. Même chef d'entreprise, par exemple, on a un chef d'entreprise qui, avec le confinement, s'est rendu compte que son métier n'avait plus de sens. Un chef d'entreprise a dit « j'arrête ». J'arrête parce que le métier que je fais n'a pas de sens pour lui. Et du coup, il s'est reconverti sur autre chose. Et c'est vrai que aussi bien chef d'entreprise... Il faisait quoi? On peut dire dans quel métier il était, activité, si vous vous souvenez? Était dans les contrôles sécurité. D'accord. Type APAV et autres. Oui. C'est pas très passionnant, ça. Mais une entreprise qui tournait bien, qui avait des salariés, etc., mais s'est dit non, c'est plus pour moi. Et il y a des salariés, pareil, qui se sont rendus compte que le métier qu'ils faisaient n'était plus pour eux, ils avaient d'autres projets. Et les gens se sont rendus compte qu'ils avaient envie de travailler pour leur plaisir. C'est-à-dire que le travail ne devait plus être une contrainte, mais être subi. Mais c'était se donner les moyens, justement via les formations, de se donner les moyens de réaliser ces projets, de se réaliser dans le travail. C'est le problème qu'il y a dans la restauration, effectivement, où certains salariés ont pris conscience du fait que leur pratique professionnelle heurtait leur qualité de vie familiale, par exemple, ou amicale, ou culturelle. C'est ce qu'on voyait déjà depuis un moment. Hein. Oui, voilà. Les gens qui faisaient des métiers à contrainte voulaient justement, les gens qui travaillaient les samedis, les dimanches, voulaient arrêter. Déjà, ça, moi, on en voit beaucoup en entretien en disant moi, je veux retrouver une vie familiale, je veux être chez moi les week-ends, je veux pas travailler le soir. Il y en a de plus en plus. C'était déjà quelque chose qui était dans les, qui est dans les tuyaux. Quoi. Ça a fait qu'accélérer, je pense. La crise l'a rendu visible et dissible. Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Intervention? Non, alors la dernière question, c'est pour moi. Imaginons qu'il ne se soit rien passé de tout ce bazar depuis 18 mois. On aurait été dans la continuité. Imaginons. Vous en seriez où aujourd'hui? Vous vous seriez posé ces questions à un moment ou à un autre? Les projets que vous avez menés, que vous avez évoqués tout à l'heure, vous les auriez faits? Ah, c'est compliqué de répondre à ça. Non, c'est bien, mais moi, si je peux et s'il ne s'était rien passé, est-ce que Moi, je vais répondre. Déjà pour moi, je pense que les projets, on les aurait faits, mais étalés sur un plus grand laps de temps. Oui. Je vous dis, tout va plus vite de toute façon.
Et le fait d'avoir eu la Covid, ça a fait qu'accélérer notre changement. Je parle chez nous, en tout cas, ça a fait qu'accélérer. Moi, je dis toujours, et par expérience, à chaque fois qu'il y a une crise, moi, je prévoyais plutôt l'année dernière, je prévoyais plutôt une crise économique qu'une crise sanitaire. Et un coup à la 2008. Et dans le passé, à chaque fois qu'il y a eu une crise particulière, à chaque fois, quand il y a une crise, c'est là où je vais le plus vite. Parce que comme tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui attendent. Et nous, on n'attend pas. On en profite pour rattraper des fois le retard qu'on pouvait avoir. Moi, c'est toujours une période d'accélération. Je pense qu'on aurait fait les projets, mais au lieu de les faire sur 3 ans, on les aurait fait sur 6. Ouais. Vous seriez allé dans l'industrie 4.0 de toute façon. Bien sûr, je boucle la boucle avec notre journée, évidemment. Vous auriez digitalisé de toute façon l'entreprise. Oui, en fait, c'est exactement ça. Je m'étais posé évidemment cette question. Ce qui est important, c'est que notre stratégie, fondamentalement, elle n'a jamais changé. Ouais. RSE innovation, crise ou pas crise, de toute façon, cette stratégie, elle était en place, elle est toujours en place aujourd'hui. Et ça, c'est notre ligne directrice. Donc ça n'a pas changé. Mes projets digitaux, je les avais en tête, en projet, mais je savais que j'allais les mener. Mais je les aurais menés, je les aurais décalés 2-3 ans. Là, j'ai tout concentré en 1 an. Le seul truc que j'aurais pas fait, c'est le masque. Jamais. Vous n'auriez pas pensé à ça. C'est jamais une idée aussi farfelue ne serait venue à l'idée s'il n'y avait pas eu la crise sanitaire. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, on était en pleine croissance en mars 2020, c'est-à-dire qu'on était déjà sur une accélération de tout ce qu'on avait capitalisé comme innovation, projet, vous n'auriez pas eu besoin du masque de toute façon. Donc on n'en aurait pas eu besoin. Et le seul truc aussi, la croissance externe, je pense qu'on l'aurait faite parce que j'avais les réseaux qui m'auraient alerté le jour où, mais là aussi, je pense qu'elle aurait été décalée. Jean-Baptiste, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais ça a été pour vous-même, pour votre activité, votre entreprise à vous, Un grand il s'est passé aussi quelque chose. Un grand boost que j'ai quitté le monde de l'expertise comptable 2019, donc juste un peu avant le Covid. Vous avez créé votre boîte début 2020, quoi. Comme moi, vous avez eu du nid. Non, début 2019, mais j'ai pris un risque. En expertise comptable, la voie à la carrière est tracée jusqu'à la retraite. Oui. Et justement, quand je disais que les valeurs, c'était une question de valeurs, ça me correspondait plus. J'avais besoin de conseiller, de passer du temps, parce que j'ai pas mal fait d'accompagnement, retournement d'entreprise, accompagnement à la barre du tribunal, et je voulais pas que les entreprises y aillent. Donc, comment les faire pour qu'ils n'y aillent pas, pour donner du sens à mon métier. Et c'est vrai que ce coup de Covid a fait un coup d'accélérateur parce que personne ne veut mourir. Donc toutes les chefs d'entreprise sont revenus, mais comment on fait pour y arriver? Et moi, c'était un boost. Sans ce boost-là, je ne serais pas où j'en suis, où là, je construis mes locaux. J'ai une croissance externe prévue en janvier à Chambéry. J'ai embauché, je commençais tout seul, maintenant on est 4. Oui. Avec un champ géographique, c'est ce que vous me disiez, qui s'était accru. Qui s'est accru. Parce qu'il y a de la visio aussi qui facilite la captation de clients loin de chez soi. Voilà, et du coup, on va même passer à 6 avec Chambéry qui arrive. Et du coup, ces projets-là, j'avais pensé, mais je ne pensais pas que ça aurait pu les réaliser aussi vite. Marie-Claire, pour terminer, sans le Covid, vous n'auriez peut-être pas cette plateforme aujourd'hui qui carbure avec cette diversité du coup d'offres de services. J'en suis pas certaine, simplement. On utilise déjà, nous, des outils performants et collaboratifs au sein de l'entreprise. C'est une question de demande du client qui a évolué. Je ne sais honnêtement pas si on l'aurait certainement pas mis en place aussi vite. Il n'y a pas de doute. Parce qu'on était vraiment pris, comme on l'a dit, dans le quotidien, dans ce qu'il faut faire, et on répondait aux demandes qui étaient soutenues. Donc, c'est vrai que cette petite pause nous a permis d'accélérer. Une pause pour accélérer, c'est marrant ça, c'est une formule que j'aime bien. Merci Marie-Claire. Merci à tous les 4 pour ces témoignages passionnants. J'espère que ça vous a plu, intéressé, captivé. On enchaîne la journée sur la transformation numérique des entreprises, qui est une des transformations que vous avez entreprises dans vos entreprises à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.